Donc bonjour à tous, merci d'être venus. Je vais laisser Thierry Solaire, donc, qui est chef du pôle performance, introduire ce début d'après-midi. Merci Adèle. Donc bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire qui aura pour sujet l'approche numérique de la performance. Ce webinaire est organisé par le laboratoire CEP qui fait partie du pôle performance à l'INSEP. Donc j'ai l'honneur d'ouvrir ce premier webinaire de l'année à la recherche de la performance. On souhaite continuer à mettre en place ces colloques, soit en présentiel si on arrive à faire venir un peu de monde à l'INSEP les prochaines semaines, soit sous cette forme-là en webinaire. Et je laisserai juste après Adèle présenter le cadre général sur l'année, les différents thèmes qui seront abordés après ce thème sur l'approche numérique. Dans un premier temps, je tiens à remercier Adèle Mornas pour l'organisation de cette journée et pour le suivi de toutes les prochaines journées qui seront organisées. Donc aujourd'hui, le thème, le numérique, la captation de données dans le sport, ça a toujours été un enjeu et une réalité à la fois pour les entraîneurs et les athlètes. Si avant-hier, nos entraîneurs notaient sur leur petit carnet et avaient un peu de mal à remettre en perspective tout ce qui pouvait être capté à l'entraînement, hier, ces mêmes entraîneurs s'organisaient avec des bases de données, sous des formats Excel ou autres. Et aujourd'hui, il y a une multitude de données issues des outils vidéo, des outils de monitoring au quotidien, des logiciels spécifiques d'agglomération. On parle beaucoup d'AMS ces dernières semaines, en tout cas sur l'INSEP et dans le réseau Grand INSEP, et avec les fédérations qui collaborent avec nous. Et on a des serveurs de calcul, de l'intelligence artificielle, beaucoup de choses maintenant qui sont collectées, agglomérées. Et tout ça pour mieux comprendre, mieux individualiser, mieux accompagner, optimiser, faire de l'estimation et peut-être de la prédiction. Mais avec tout ce panel d'informations qui est déversé, je pense qu'il y a un besoin de rationalisation et d'optimisation de comment vont être utilisées ces données. Alors, je n'ai pas de doute que les différents intervenants d'aujourd'hui, les différentes interventions vont apporter de l'eau au moulin, des éléments de compréhension et d'orientation de ce que pourrait être le numérique au service de la performance dans les prochaines semaines, dans les prochaines années, en vue de la préparation des 2 prochains Jeux olympiques et paralympiques. Je vous remercie d'être tous présents et je laisse la parole à Adèle. Bon après-midi. Il y a mes petites feuilles, Donc, merci Thierry pour cette introduction. Merci à tous d'être venus et de nous suivre aussi sur le live YouTube. Donc, moi, je suis doctorante au laboratoire CEP et cette année, je vais m'occuper de l'organisation des conférences à la recherche de la performance avec l'aide et le soutien d'Adrien Marc, donc, qui est au fond de l'amphi et qui posera les questions tout à l'heure. Je tenais également à remercier donc nos intervenants qui vont intervenir cet après-midi, ainsi que toutes les personnes qui ont permis l'organisation de cet après-midi possible. Donc Jean-Paul, Gaël, Bruno, Julie, Isabelle, ainsi que le pôle performance, le pôle communication et le pôle accueil. Donc cet après-midi, ça ne marche pas. Cet après-midi, nous allons accueillir 5 intervenants. Donc, nous écouterons d'abord Adrien Sedeau, qui est chercheur au laboratoire IRMES de l'INSEP. Ensuite, nous écouterons Lionel Brézéfin, qui est référent scientifique à la Fédération française de boxe. Puis Quentin Delaroche-Lambert, qui est doctorant au sein de l'IRMES, donc de l'INSEP. Ensuite, nous passerons en visio avec Natalia Balag, qui vient de Catalogne, qui est chercheuse. Et ensuite, nous aurons un autre chercheur en visio, Yann Lemeur, qui, lui, est actuellement dans le sud de la France. Vous pouvez d'ores et déjà noter les prochaines dates des prochaines conférences dans vos agendas. Donc, le 12 novembre aura lieu une présentation des projets qui sont financés dans le cadre de l'appel à projets recherche et développement du ministère des Sports. Fin janvier plutôt, le 28 janvier, nous aurons une nouvelle conférence à la recherche de la performance sur l'accompagnement scientifique de la performance.
Et enfin, le 25 mars, nous aurons une autre conférence à la recherche de la performance sur l'utilisation des objets connectés au service de la performance. Sans plus attendre, je vais inviter Adrien Sedeau à me rejoindre pour commencer cet après-midi de conférence. Donc Adrien Sedeau, chercheur à l'IRMES, qui va nous parler des données dans le sport de haut niveau, de leur apport, de leurs limites et de leurs leviers. Bonjour, merci pour l'invitation à la recherche de la perf. Donc cet après-midi, on va évoquer les données au service du sport de haut niveau, apport, limites et leviers. Apport, je vais être plutôt rapide puisque en fait, dans cet amphithéâtre et puis sur tous les autres cycles de conférences, vous pouvez les voir, les apports des données, tout ce qui va être lié à de l'accompagnement scientifique, à des projets de recherche, ce que peuvent faire les deux laboratoires ici, le CEP et l'IRMES. On va peut-être axer un petit peu sur les limites et surtout sur les leviers ou les clés de qu'est-ce qu'on peut mettre en place et où est-ce qu'il faut veiller pour que une mise en œuvre de projets autour de la donnée soit efficace au sein de structures sportives et sportives de haut niveau. Et discuter un peu aussi de comment on crée une culture de la donnée dans une infrastructure sportive. Donc sur les apports et les limites, il y a plusieurs éléments. Je ne suis pas exhaustif ici, mais il y a différents grands champs comme la détection ou l'estimation de potentiel. Donc Quentin va en parler tout à l'heure avec l'exemple d'une application. Estimation de potentiel, on complexifie un peu le truc. Va falloir intégrer les niveaux de maturité des jeunes athlètes. Il va falloir créer donc des équations de calibration pour éviter qu'il y ait l'effet de l'âge relatif, ou en tout cas le comprendre et le considérer pour justement aller chercher des potentiels et pas juste détecter de la performance à 10, 11, 12, 13, 14 ans. Quentin vous en parlera. Juste pour rebondir là-dessus, il y a eu un papier très intéressant de l'équipe de Bars il y a une semaine et demie qui a utilisé 3 différentes grandes approches de modèles supervisés pour essayer de détecter des patterns communs ou des schémas communs entre des médaillés olympiques, 83 médaillés olympiques allemands versus 83 athlètes allemands non médaillés. Et en fait, il s'est avéré que ça renforce ce qui était un peu connu, c'est qu'avant 14 ans, il serait plutôt bénéfique d'avoir un volume de pratique entre 700 et 1000 heures dans un autre sport qui soit réalisé, avoir un socle commun de capacité physique élargie. Et puis après, entre 19 et 21 ans, on est plutôt entre 1400 et 2100 heures de pratique dans l'activité de référence. Donc ça souligne aussi la possibilité qu'il y a une action néfaste si on hyper spécialise des enfants trop tôt, notamment par rapport à l'épuisement psychologique, par rapport aux blessures de surutilisation. Et surtout dans ce papier, il y a les Extreme Gradient Boosting, qui est une méthode qui est appliquée et qui est assez prometteuse, puisque ça permet de bien dealer avec la dépendance des variables, c'est-à-dire que quand vous avez plusieurs variables qui interagissent les unes sur les autres avec des effets différents dans le temps, ça va permettre d'en fixer une et de regarder comment les autres bougent. Et donc ça, c'est prometteur aussi pour d'autres aspects qui sont plutôt sur l'optimisation de la perf, qui vont plutôt être sur les relations entre les charges d'entraînement, les modalités de récupération, les maladies, les blessures. Il y a d'ailleurs un papier qui est sorti la semaine dernière sur le hockey sur glace, sur 10 ans de suivi, avec 83 variables différentes de mesures de performance, l'historique des blessures qui présente des niveaux de précision des algos qui sont plutôt surprenants. Donc il faut qu'on creuse un peu là-dedans, voir si les données sont disponibles, parce que c'est un peu trop surprenant d'ailleurs pour estimer un risque de blessure. Sur la partie optimisation de performance, j'irai assez vite parce que c'est le travail des deux labos ici et puis de tous les accompagnateurs scientifiques des fédérations dans les CREPS qui travaillent là-dessus. La partie en haut à droite est plutôt sur l'accompagnement, le rôle de support scientist ou de sport scientist libéré du temps d'expert, d'être sur la compréhension du besoin, l'expression de ce besoin, de la transformation en accompagnement scientifique et surtout de la posture. Ici, là, ce qui est important en 1, c'est la posture, en 2, c'est la posture, en 3, c'est la posture. Là-dessus, si ça vous intéresse, il y a ce super bouquin de Steve Ingman qui est How to Support a Champion, qui me pose la notion de support scientist, et c'est plutôt ce rôle-là, support, parce que si vous n'arrivez pas à créer un niveau de confiance avec les staffs ou les athlètes, vous n'aurez pas la bonne expression de besoin et il ne pourra rien se passer, même si vous êtes très fort derrière. Et puis ça c'était en 2016, en 2018, on m'avait demandé de faire l'exemple dans le cas du rugby, et puis Yann,
qui interviendra tout à l'heure, a fait un très bon papier sur les 10 challenges auxquels un sport scientist est confronté, ou un accompagnateur scientifique. Sur l'analyse de la concurrence, je vais rapidement vous présenter des exemples de la thèse d'Issa Moussa sur le judo, où j'essaie de trouver un pointeur. Non, bon, sur la partie droite, vous avez tout ce qui va être création d'outils d'aide à la réflexion. C'est-à-dire on va faire la cartographie de comment ça gagne, comment ça perd, quelles sont les techniques, et ainsi de suite. Et puis derrière, en fait, une fois qu'il y a ces bases de données constituées, c'est la possibilité d'appliquer des chaînes de Markov pour, à partir des événements passés, essayer d'estimer ce qui va se passer par la suite. Donc ça est intervenu sur différents congrès ici, vous pouvez retrouver les vidéos. Juste un petit exemple de son travail de thèse, c'est ici l'analyse d'une grande base de données historiques de combat, et puis le fait d'avoir une visualisation comme ça en circular plot, ça amène tout de suite à comprendre, plus le bâtonnet est large, plus ces techniques sont considérées, sont réalisées. Vous avez un gradient de couleur du bleu clair qui va juste à un déséquilibre qui ne marque pas de points jusqu'au hippon qui fait gagner le match. Et en fait, juste avec ça, vous avez une cartographie, une visibilité qui est offerte au staff dans la catégorie de moins de 18, où sont distribuées les techniques de sacrifice, de bras, de hanches, de jambes, et puis lesquelles amènent à scorer et amène à gagner. Donc ça, c'est la première étape d'outil d'aide plutôt à la réflexion, qui est un très bon terme employé par Benoît Guyot, qui est là dans la salle, qui est avant l'outil d'aide à la décision. Ça permet de réfléchir sur la pratique et de potentiellement avancer dessus. Et puis, merci beaucoup. Et puis, ça permet d'avoir des comparaisons entre les catégories de poids, par exemple. C'est-à-dire que vous pouvez voir ici qu'on ne gagne pas du tout de la même façon sur la distribution des techniques de sacrifice ou de bras, de hanches et de jambes dans les moins de 78. Là, sur la base de données en question, sur les moins de 48, on voit qu'il n'y a pas de hippon sur ces techniques-là. Donc, tout de suite, ça offre une visibilité. Donc, les limites. Il y a un vrai enjeu autour des limites. Il y en a de plusieurs sortes. Et il y a un vrai enjeu déontologique d'expression de ces limites quand on fournit un outil. Il y a les limites technologiques avec les biais de mesure. C'est-à-dire, je vais prendre des capteurs pour mesurer des variables. Et donc, du coup, ces capteurs-là, ils ont des limites. Donc, il faut les connaître. Il faut faire un choix dans ces capteurs-là et surtout l'évoquer avec les gens à qui on fournit les outils. Il y a des biais de traitement. Forcément, les modèles utilisés, les algos utilisés ont leurs propres biais. Donc ça, il faut les connaître, parler de l'erreur autour de ces traitements et les biais de visualisation, la façon dont on comprend un besoin et on va fournir une visualisation, soit biais technique de l'outil de visualisation, soit dans la façon dont on va vous montrer des données, on oriente déjà l'information. Et ça, c'est un biais aussi à avoir en tête. Il y a ensuite les limites humaines. Cette partie-là, c'est extrêmement chronophage. Capter de la donnée, nettoyer les données, utiliser les données, les visualiser, maintenir le flux de données à jour si c'est de l'analyse de concurrence. Donc c'est des connaissances et des compétences spécifiques. Il y a le biais cognitif de chacun, où on va essayer de se confronter dans ce qu'on semble percevoir historiquement. Il y a le biais de représentation. Celui-là, il est hyper important quand on fournit des outils autour des données. Le biais de représentation, c'est il y a une expression de besoin d'un staff, par exemple. Vous allez créer un outil et s'il y a deux personnes du staff qui voient l'outil, ils vont interpréter et tirer des informations différentes tous les deux. Donc ça veut dire que l'outil n'est pas encore suffisamment bien calibré. Et l'autre corollaire du biais de représentation, c'est l'utilisateur final va mettre trop de poids dans cet outil d'aide à la décision. Il va en faire un outil de décision et ce n'est pas du tout le cas. C'est un outil en plus. Et souvent parce que c'est de la donnée, c'est de la captation vidéo, c'est métrique, il y a un joli petit logiciel. Il y a un poids qui est mis là-dedans parfois qui n'est pas à la hauteur de l'intérêt de tous les autres outils dans la boîte à outils d'un staff ou d'un entraîneur ou d'un manager ou d'un DTN ou d'un directeur d'équipe de France. Donc ce biais de représentation, il faut faire attention. Et biais d'interaction. Celui-ci, non, pardon, le biais d'interaction, c'est ce que je viens d'expliquer, et le biais de représentation, c'est vous allez faire un choix, c'est comme la représentation d'un échantillon pour un test, plutôt marketing, quand il y a des questionnaires qui sont envoyés, c'est vous allez essayer d'avoir une population qui est représentative de la population nationale, par exemple. Le biais de représentation, du coup, c'est vous allez faire des choix dans les variables que vous voulez mesurer. Si vous voulez mesurer de la
de la fatigue. Vous pouvez aller chercher des tests incrémentaux et répétés, donc c'est plutôt de la fatigabilité, prendre une ROF, une échelle de fatigue un peu comme la RPE, ou faire des prélèvements cortisol, testostérone. Donc il y a différents indicateurs qui ont leurs limites, qui ont leurs apports. Il faut trouver le bon compromis. Donc ça, c'est le biais de représentation. Et le biais d'interaction, c'est l'interaction avec l'outil, ce que je vous expliquais juste avant. Pardon, j'ai confondu. Il y a des limites éthiques sur la protection et l'appartenance des données. Ça, RGPD, CNIL, on connaît, tout le monde est plutôt sensibilisé. Il y a les biais autour des algos qui peuvent être utilisés. Explicite, c'est ceux qu'on vient d'évoquer, choisir des données, choisir un modèle, c'est ceux dont on a conscience quand on le fait. Et implicite, c'est l'exemple le plus connu, c'est lorsque Apple a lancé les reconnaissances faciales. En fait, la base de données pour apprendre leurs algos, il n'y avait pas de noir dedans, et donc du coup ça a créé une discrimination puisque ça ne permettait pas d'ouvrir l'iPhone si c'était pas des personnes caucasiennes. Donc du coup ces biais implicites, c'est lié au jeu de données d'apprentissage. Et donc ça aussi, c'est des problèmes qui peuvent se nicher dans les outils qui peuvent être créés. Il y a des limites aussi un peu plus philosophiques, je ne sais pas trop comment les cadrer. C'est que forcément les modèles, ça va refléter qu'une partie souvent infime ou parcellaire du monde. On va capter quelques informations. La performance, c'est ultra complexe et multifactoriel. Plein d'autres éléments, la fatigue aussi, avec l'interaction des charges, du sommeil, de la récupération, du stress. C'est compliqué, c'est complexe. On n'a pas forcément les bons modèles qui y répondent. Et donc, les données déjà sont un reflet de tous ces choix. Les modèles aussi. Et donc, ça offre qu'une vision parcellaire de phénomènes complexes. Donc, ça va partir d'autres limites. Et donc, tout ça, en fait, c'est un devoir déontologique d'explication de tout ça quand on fournit un outil pour des entraîneurs, pour des athlètes, pour un staff, d'expliquer toutes ces limites-là pour que, en fait, savoir ce qu'on peut dire et ne pas dire, surtout à partir de l'outil qui est présent. Alors, on est là sur la partie levier et clé. Qu'est-ce qu'on peut activer en fait quand on est impliqué dans un projet donné pour servir autour des données pour servir une performance ou un autre problème qu'un staff peut avoir. Le papier en bas là est plutôt intéressant. Il y en a un autre de Schelling et Robertson qui reprend ça, qui est plutôt très pertinent et que je vous conseille de lire. Je vous ai fait quelques extraits de ce qui me semblait pertinent. Il y a toujours... L'idée, c'est de réduire des gaps, ou ce que là j'ai mis en levier, entre le modèle mental du décideur, c'est-à-dire la personne qui a un besoin, qui vient nous voir, va exprimer son problème ou ce besoin ou la proposition. On va penser ensemble un modèle d'outil d'aide à la réflexion ou de décision, et puis il va y avoir un véritable outil. Et en gros, si vous arrivez à réduire le gap entre le modèle de ce que, si on prend l'exemple d'un entraîneur attend et l'outil pensé, ça va faciliter l'adhésion à l'outil. Si vous arrivez à réduire le gap entre le modèle pensé et le véritable outil, là, c'est la performance de l'outil en soi qui va être améliorée et donc ça va faciliter l'adhésion de l'entraîneur et des athlètes sur l'outil parce qu'il va être agréable à utiliser et il va être performant. Et si vous arrivez à réduire ce gap-là entre le modèle mental du décideur et le véritable outil, vous allez jouer sur la performance du décideur, la satisfaction, l'acceptation de l'outil, et donc ça va être un levier pour faire accepter l'outil sur les autres personnes du staff ou ses athlètes. Et donc pour réduire ces trois gaps, il y a des éléments qui semblent importants à anticiper ou réfléchir ou sur lesquels on peut agir, qui sont soulignés par Robertson et Schelling dans cet excellent papier, autour du contexte, du processus et du résultat. Je vous en détaille quelques-uns assez rapidement. Si ça vous intéresse de rentrer plus en détail dans ces trois aspects, apport, limite et levier, on est en train de finaliser avec beaucoup de collègues un document qui va être plutôt conséquent sur ce sujet-là, mais on va en faire des infographies, un document d'une page, de 5 pages, et puis plutôt mode e-book de 60 pages. Donc, la faisabilité. Vous avez une faisabilité déjà, est-ce que l'outil est faisable ou pas, mais une faisabilité organisationnelle. Est-ce que l'outil et le process de créer un outil autour des données est pertinent ou est compatible avec la culture de la structure? Ça, vous devez l'identifier. Est-ce que vous êtes avec des entraîneurs qui sont encore sur du papier, qui sont sur le compagnonnage pour former les futurs entraîneurs et qui ont déjà gagné beaucoup de titres sans apport de la technologie? Ça va être plus compliqué que des entraîneurs qui ont déjà une appétence sur ce niveau-là. La faisabilité technique après, donc ça c'est tout ce qui va être exigence technique de l'outil en lui-même, et donc derrière le temps et les ressources qu'il va falloir
dévoués à ces projets-là sur la captation, l'analyse, le stockage, la restitution, le partage des données, la création et la gestion de flux également. Une faisabilité financière. Est-ce que le coût qu'on va investir là-dedans, il faut le regarder en fait et essayer de comprendre est-ce que ce coût-là va avoir un avantage potentiel à la fin, bénéfice-risque. Les connaissances fournies, ce qui est intéressant, c'est que de réfléchir à la progressivité des niveaux de connaissances des données. En fait, ça peut être 18%, c'est de la donnée, de l'information, c'est 18% appréhendé par DEXA. De l'information structurée, c'est le pourcentage de mass graph d'un athlète, Jean Eudes ici par exemple. Ça, là, on est sur un niveau d'information structurée. Les connaissances, c'est le pourcentage de masse maigre de Jean Eudes est trop élevé pour sa pratique. Et après, on rentre dans un niveau de choix avec jugement et décision. Il faut réduire sa masse grasse et je mets en place un programme pour le faire. Et donc ça déjà, si vous réfléchissez la donnée selon ces étapes, c'est une grille de lecture de la maturité de la compréhension de la donnée et du futur outil qui va arriver. Par exemple, sur l'appli Athlète 360 de l'INSEP ici, pour le pôle France de boxe, Lionel est là, il y a eu une demande de couleur de l'urine qui soit rentrée. Et ben, ce n'est pas juste une couleur de l'urine, c'est une couleur plus je suis hydraté ou je ne suis pas suffisamment hydraté ou je suis bien hydraté qui est fournie pour faciliter en fait la compréhension de l'outil et l'adhésion. Sur les conseils décisionnels, l'objectif c'est de réduire les gaps. Donc comprendre l'outil, ça c'est l'explication, il faut qu'elle soit la plus claire possible des données du traitement et de l'interprétation pour que le décideur, en fait, quand il a l'outil, il puisse savoir ce que ça peut apporter et ce que ça n'apporte pas surtout. Il faut donner les clés pour augmenter l'interprétabilité, c'est-à-dire que la personne qui va utiliser l'outil comprenne comment il est fait, comprenne avec quoi il est fait et quelles sont ses limites pour qu'il réduise lui qu'il comprenne la relation qu'il y a entre la décision qu'il va prendre et la recommandation de l'outil. Et ça, plus ça va être proche, plus ça va faciliter l'adhésion à ça. Et donc, il faut incorporer l'utilisateur final et ses retours d'expérience dès le début. C'est pas, il y a un besoin, je construis un truc dans mon coin et je reviens, je le fournis. Non, c'est montrer toutes les étapes et délivrer vite. Même si c'est pas parfait, pour améliorer le processus. Parce que en fait, ça revient à libérer du temps d'experts. Les entraîneurs, les athlètes, les staffs, ils sont sous l'eau, ils sont tout le temps ultra occupés. Et donc, on ne doit pas leur prendre trop de temps. Et donc, on ne peut pas partir 2 mois pour construire un outil, parce que quand il est livré 2 mois après, il ne correspond plus. Donc, il faut essayer de le faire vite, même s'il n'est pas parfait, et l'améliorer par la suite. Sur la partie qualité des données, c'est comprendre les besoins. Il faut identifier la cible. Est-ce que c'est un entraîneur? Est-ce que c'est un athlète? Est-ce que c'est un directeur d'équipe de France, pour bien définir les variables et puis avoir une compréhension évolutive des données et de leur interdépendance. C'est-à-dire que des données, en fait, elles sont liées les unes aux autres. L'exemple, c'est les charges d'entraînement et les risques de blessure. La charge va être liée à la récupération, au sommeil, au stress, à la modalité de récupération. Et ces données-là, elles impactent les unes sur les autres et pas avec le même poids dans le temps. Et donc, il faut avoir cette compréhension-là, que votre outil ne fournisse pas un truc figé, qu'il soit évolutif. Et puis après, il y a toute la partie structuration, architecture, flux de données. J'accélère parce qu'il me reste 1 minute. Les biais, on les a évoqués sur les biais de l'outil. Il y a après les biais liés à la reproductibilité, fiabilité de l'outil, et puis la précision, l'erreur de prédiction, l'erreur d'estimation, qui doivent être absolument fournies dans ce cas-là. Sur la complexité du système, c'est toujours une histoire de compromis entre les informations nombreuses à avoir pour avoir une approche globale autour de la perf et la captation d'informations. S'il y en a trop, ça va être délétère à l'adhésion. C'est une usine à gaz. Sélection, ça implique une réduction de la complexité et donc une vision parcellaire. Et après, c'est le compromis entre le niveau d'utilité de l'outil et la précision. Je prends beaucoup de données ou pas. Celle-ci, je vais passer. Juste pour ancrer une culture de la donnée, il y a ces points-là à retenir. En tout cas, c'est le fruit de plusieurs articles qui parlent de ça. Les données, ce n'est pas que des chiffres. La stratégie des données, ça nécessite des personnes dédiées. Ça peut par contre être un très bon outil de liant et qui va faire le lien entre différentes personnes d'Astaf pour avoir la vision globale autour d'un athlète, par exemple, et partager les informations. C'est mieux si on adapte une approche progressive, pas y aller avec 45 items si l'habitude c'est de recueillir 1, et ben on va passer à 2, et puis progressivement on construit de la confiance. Confirmer l'intuition des athlètes et des staffs, c'est essentiel pour justement créer cette confiance. Et globalement, en gros, ils ont une telle connaissance de l'activité des athlètes que quand il y a une intuition, si l'outil est pas mal, ça va confirmer l'intuition. Pas être abscon, donc pas prendre des vocabulaires très précis, des algos, des rock curves, des sensibilités, des spécificités. Sensibilité, ça sert à rien.
de leur dire, voilà, la sensibilité, elle est de temps. Par contre, de dire, l'algorithme détecte bien une médaille d'or quand la personne est médaille d'or au futur championnat du monde, ça, c'est de la sensibilité. Mais au moins, ils comprennent. Et au lieu de dire spécificité, on dit, on détecte bien les non médaillés qui ne sont pas réellement médaillés. Donc, c'est faire attention aux termes employés. Et puis, le meilleur outil, en fait, c'est pas forcément celui qui a pris énormément d'heures de développement. Ça peut être un Excel. Il faut que ça réponde aux besoins et surtout que ce soit utilisé. Et le dernier, c'est travailler en réseau. Mais ce qui est important, en fait, c'est que ça peut être ça peut permettre d'instaurer la confiance. Et ça, c'est en 1 la posture, en 2 la posture et en 3 la posture. Si vous n'avez pas ça, tout le reste ne sert à rien puisque vous n'avez pas la bonne expression de besoin et vous ne pourrez pas intervenir. Merci. Merci. S'il n'y a pas de questions, on va continuer. Donc j'appelle Lionel à venir pour qu'il... Donc Lionel qui est référent scientifique de la Fédération française de boxe et qui va nous parler donc de l'utilisation des données pour l'analyse de la concurrence. Donc il s'agit d'un projet qui traite de l'exploitation et de l'analyse des données pour la discipline boxe. Donc la problématique qu'on a avec cette discipline, c'est qu'on a finalement assez peu de métriques en boxe. Donc c'est une des choses qui est bloquante et on récupère aussi assez peu d'informations et les informations qu'on récupère et qu'on collecte sont assez hétérogènes. Donc l'autre spécificité, c'est que là, depuis les Jeux de 2016, on a un mélange avec les compétiteurs du circuit amateur et les compétiteurs du circuit professionnel. Et on arrive sur des compétitions sans vraiment connaître l'historique ni l'origine des gens que l'on va affronter. Donc, ce qui fait qu'en matière de prédiction ou même d'anticipation sur le plan stratégique, c'était quelque chose d'assez compliqué. Donc l'autre intérêt aussi, c'était on n'a pas de système de classement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de classement comme à l'ATP, il n'y a pas de classement comme au judo. Les classements qui sont réalisés sont des classements soit réalisés par la Fédération internationale avec un algorithme qui nous est inconnu, soit par des sites privés qui ont des algorithmes qui sont modifiés aussi. Et on a vu notamment, il y a un des sites références, celui-ci BoxRec, qui a modifié son algorithme il y a maintenant quelques mois, ce qui fait que les classements ont été bouleversés. Et ça a des incidences puisque en fait, il travaille aussi avec la boxe professionnelle dans laquelle il y a des intérêts et des enjeux économiques différents de la boxe amateur. Donc ça veut dire que finalement, cette notion de classement, nous, on ne la maîtrise pas. Et utiliser un classement dont on ne connaît pas la source et qui viendrait d'un site avec des influences sur le système professionnel, ça pourrait, nous, avoir des répercussions trop importantes. Donc, par rapport à ça, pour déterminer si on voulait comparer nos athlètes avec la concurrence, si on voulait aussi observer le comportement de la concurrence, il fallait qu'on puisse s'appuyer sur des éléments, sur des métriques objectives. Et les seuls que nous avions à disposition, c'était des feuilles de score produites par l'AIBA, qui est la Fédération internationale de boxe amateur. Et par contre, pas de données contenues sur un site AIBA, donc pas de référencement. Et il existe un passionné, c'est un Polonais qui a ce site-là, Amateur Boxing Result, et lui, il prend toutes les informations qu'il trouve, il va chercher des PDF produites par l'AIBA, et il les met sur un serveur qu'il met à disposition. Donc ça veut dire que même au niveau de l'origine et de la source des données, on partait sur quelque chose d'assez hétérogène, mais quand même avec une continuité. Donc, partant de ça, donc ça c'est le site, Amateur Boxing Result, donc c'est un site un peu à l'ancienne, mais finalement il est complet. On est parti sur une réflexion de se dire qu'on pourrait faire, comme l'a fait le baseball dans les années 70, la sabermétrie, c'est-à-dire récupérer tout un ensemble de données sur les matchs, et puis finalement, pourquoi pas, proposer des éléments comme ça de prédiction, ce qui nous permettrait, nous, sur une compétition, d'arriver, de connaître le poids aussi de l'adversaire qui est face à nous, et pouvoir comme ça avoir une quantification ou une prédiction sur les chances qu'on puisse finalement au deuxième tour rencontrer lui plutôt que lui, puisqu'il a rencontré un tel, qui a rencontré un tel, etc. Donc on s'est dit qu'il fallait une certaine profondeur de données, et il a été question de récupérer les données depuis la dernière Olympiade, depuis 2016, et de collecter tout ça, rassembler tout ça pour avoir un ensemble cohérent. Donc, partant de là, l'idée c'était de faire du data scrapping. Donc le data scrapping c'est quoi? C'est de partir d'un ensemble de données, le faire passer dans une machine à laver comme ça, pour finalement tout normaliser et sortir les données dans des ensembles cohérents. Donc ça peut être une base de données, des fichiers comme ça JSON qui permettent de manipuler les données, ou des choses un peu plus légères comme ça, comme des formats CSV. Mais en tout cas, il fallait passer par une normalisation. Donc ça c'est un exemple de feuille AIBA, où elles sont présentées comme ça, et le rectangle qu'on voit là, en fait, c'est une opposition.
Donc c'est une opposition, là on a le coin bleu, coin rouge. En dessous, on va récupérer l'officiel, et là on récupère les 5 juges avec la note des juges, et là c'est le résultat. Donc pour ça, il a fallu faire un cycle de lavage complet, partant de la collecte de données. Ensuite, une fois que les données ont été récupérées, collectées, pouvoir en extraire, les extraire toutes de manière assez fiable, procéder à un nettoyage, ce dont parlait Adrien. C'est quelque chose qui est extrêmement chronophage, donc il a fallu automatiser pour un coût minimum, puisque je pense que la fédération n'était pas prête à investir des millions de dollars là-dedans. Donc il a fallu faire des choses qui soient aussi économes en temps, mais aussi sur le plan financier. Ensuite, on a mis toutes les données à plat de manière à pouvoir les comparer et élaborer un système de classement. Et à la fin, proposer un système pour stocker le tout et ensuite pouvoir l'exploiter dans le futur. Donc, la collecte de données, donc on part de Amateur Straffa Boxing, le site que vous voyez là, avec cette petite extension sur Chrome, en se connectant sur cette page-là. Cette extension, elle arrive à lire tous les PDF qui sont cachés derrière les liens. Parce qu'au début, on allait systématiquement sur les liens. Est-ce que c'était un PDF? Parce que ce n'est pas systématiquement une feuille AIBA. Parfois, c'est complètement autre chose. Parfois, c'est un fichier Word non normalisé. Parfois, c'est un fichier texte. Bref, c'est un peu la surprise. Donc, à partir de cette extension, on récupère la liste des PDF. Les PDF ont été récupérés. En tout, on a récupéré 130 environ compétitions. Ça fait 130 PDF avec des PDF qui peuvent aller d'une quinzaine de pages jusqu'à 82 pages pour les compétitions les plus importantes, comme par exemple les Jeux Olympiques. Ce qui nous a permis de récupérer 15 300 combats, et soit l'équivalent de 15 600 boxeurs. L'idée, c'était aussi de se dire qu'on allait récupérer pas uniquement des seniors, mais aussi peut-être des jeunes sur tout un tas de compétitions, et profiter vraiment de la richesse de ce site-là pour aussi nous pouvoir avoir une base de données un petit peu plus complète et un petit peu plus exhaustive. La deuxième partie, c'est l'extraction. Donc une fois qu'on a récupéré tous ces PDF, il a fallu les lire pour pouvoir savoir ce qu'il y avait dedans. Donc je me suis appuyé sur le langage Python, parce que c'est quelque chose qui est assez simple, qui est assez facile, qui est gratuit, et qu'on pouvait utiliser avec cette petite librairie-là, qui s'appelle Tabula. Et Tabula a la spécificité de pouvoir justement lire tous les ensembles tabulaires comme ça. Donc là, pour Tabula, en fait, c'est ni plus ni moins qu'une cellule avec différentes lignes et différentes colonnes. Donc je le présenterai un petit peu plus loin. Et il est possible de faire des parcours en profondeur de Tabula, comme ça, avec des indices de colonnes et indices de lignes. Et Tabula va récupérer comme ça à chaque fois les données et les stocker dans des petits espaces mémoire qu'après, nous, on aura l'opportunité de pouvoir manipuler. Ça se présente comme ça, donc on récupère toutes nos colonnes, toutes nos lignes qui sont ici, et Tabula peut, avec un système d'indices, en s'appuyant sur Panda, qui est la librairie qu'on voit là, Panda, lui, il est très fort pour créer ce qu'il appelle des data frames, qui sont en fait ni plus ni moins qu'une expression de données comme ça, très bien organisée. Une fois qu'on est arrivé là, on s'est rendu compte que les données qui étaient à l'intérieur, enfin je me suis rendu compte que les données qui étaient à l'intérieur étaient totalement hétérogènes. Donc c'est-à-dire que, par exemple, un athlète comme Victor Yoka, je le retrouvais dans certains fichiers AIBA en Victor avec un C. Donc par exemple, quand on allait en Angleterre ou aux États-Unis, par contre je le retrouvais Victor avec un K dès qu'on allait dans les pays de l'Est ou en Allemagne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, même l'AIBA, ils n'ont pas de base de données. Ça veut dire que la feuille de match, elle est rédigée sur place lorsqu'on arrive sur la compétition. Et effectivement, c'est à partir de cette application, Swiss Time Inboxing, il clique ici et finalement il rentre à la main tous les athlètes. Donc ça veut dire qu'on a un taux d'erreur assez important sur les orthographes. On a même des erreurs sur les codes ISO des pays. On s'est retrouvé avec des pays qui n'existent pas. On s'est retrouvé avec des inversions entre nom et prénom. Et il a fallu considérer tout cela à l'intérieur même, de sorte à ce qu'on puisse aussi retrouver les données et déterminer d'où elles viennent. De la même manière, c'est assez libre, donc ça veut dire que certains pays ont décrété qu'ils allaient mettre les catégories, parfois en kilos, parfois avec le nom qui est associé, welterweight, heavyweight ou autre, parfois en y ajoutant le sexe, en mettant un M ou un W, parfois en substituant les espaces, et parfois juste un chiffre. Donc c'est-à-dire qu'il a fallu aussi harmoniser cet ensemble de données. Pour ça, je me suis appuyé sur un stagiaire, Arthur Guillotel de l'École des Mines, qui nous a accompagnés en fait pendant cette période-là. Et le travail réalisé par Arthur a permis de rajouter une valence statistique sur l'ensemble,
avec une feuille de temps qui nous indique que ça représente un peu plus de 500 heures de travail, ce qui correspond effectivement aux 3 mois de stage. Et c'est pour dire qu'il a fallu quand même, après avoir fait tout ce travail d'analyse et préparatoire, consacrer 500 heures de développement pour pouvoir obtenir ce qu'on va voir un petit peu plus loin par la suite. Une fois qu'on a récupéré les données, le travail d'Arthur, ça a été justement de créer des conditions, tout un ensemble de conditions et un ensemble de fonctions qui permettent de classer et de dire, bon, bah, si tu vois 72, bah, c'est probablement une catégorie de poids. Si tu vois 72 kg, etc., ça, il a fallu le faire. Ce qu'on a fait aussi, on a remarqué qu'on avait des athlètes qui combattaient dans 2 catégories. Donc ça veut dire qu'au niveau de la réflexion sur l'ensemble de données, on ne pouvait pas mettre une réflexion unaire en disant un athlète égale une catégorie, c'est pas vrai. En fait, on peut avoir un athlète qui peut être dans N catégories, donc ça c'est intéressant. Mais en même temps, quand il travaille dans une autre catégorie, du fait qu'il soit plus lourd ou plus léger, il ne travaille pas exactement de la même manière. De fait, on a créé des sortes de doublons, mais qui ne sont pas des doublons, où en fait on aurait une personnalité pour un athlète qui serait par exemple en 69, et une personnalité pour un athlète qui serait dans la catégorie du dessus ou la catégorie du dessous. C'est ce qui nous arrive par exemple avec Soufiane Oumia. Du fait que sa caté n'existe plus aux Jeux Olympiques, il a dû choisir et basculer sur une ou une autre caté. La même chose pour les féminines. Les féminines, toutes les catés ne figurent pas au programme olympique. De fait, certaines féminines ont dû choisir soit de monter de catégorie, soit de descendre dans une autre catégorie. Donc ça veut dire que l'étude qu'on pourrait avoir, nous, d'un athlète, il faut aussi qu'on la considère en fonction de sa catégorie de poids. C'est aussi intéressant de voir que, par exemple, sur le suivi longitudinal, peut-être que cet athlète, il a passé beaucoup plus de temps dans telle catégorie, et à ce moment-là, il y a fort à parier que pour les Jeux Olympiques ou les échéances majeures, il soit dans cette catégorie de poids-là, en fait. Donc il y a eu un gros travail de fait sur la gestion des catégories de poids, de sorte à ce qu'on puisse aussi, nous, trouver une pertinence stratégique par rapport à l'entraînement et à cette analyse et à l'étude de la concurrence. Une fois qu'on a fait tout ça, on a observé finalement est-ce qu'il gagne, est-ce qu'il perd, face à qui il gagne ou face à qui il perd, et dans quelle mesure, dans quelles conditions. Donc on s'est appuyé sur différentes formules. Donc notre première réflexion, ça a été de s'appuyer sur le classement Elo, qui est utilisé aux échecs. Donc on a utilisé celui-ci. Le classement Elo, c'était intéressant, puisque si vous battez quelqu'un qui est plus fort que vous gagnez beaucoup de points. Et puis si vous êtes battu par quelqu'un qui est beaucoup plus fort que vous perdez beaucoup de points. Donc en fait, il y a un rapport aussi par rapport avec la puissance de la personne que vous rencontrez. Donc ça nous renseigne. Le Elo a été modifié pour créer le glyco. Donc le glyco, lui, c'est une amélioration, puisque en fait, il y a un indice de fiabilité qui est rattaché au glyco. Et de la même manière, je me suis appuyé aussi sur un 3e classement qui est issu d'un site qui s'appelle Tapology, qui est utilisé en MMA. Et Tapology propose aussi des classements comme ça par rapport aux oppositions. Ce qui veut dire qu'un score Elo élevé pourrait dire qu'on a rencontré des gens qui étaient globalement beaucoup plus forts que nous. Un score glyco élevé peut dire qu'on a finalement rencontré, qu'on a beaucoup de victoires ou beaucoup de défaites. Donc ça veut dire que finalement, ces 3 classements, ils sont utiles pour évaluer la pertinence de l'athlète. Ça veut dire que si j'ai quelqu'un qui est vraiment très très haut dans un classement, mais parce qu'en fait, finalement, il a rencontré que des gens qui étaient beaucoup plus faibles que lui, ça nous renseigne aussi. Par contre, si j'ai quelqu'un qui est très très haut et qui a rencontré que des gens qui avaient un classement proche du sien, ça veut dire que potentiellement, c'est aussi quelqu'un de très très fort. Et le fait aussi d'avoir cette idée de récence avec Tapology, eh ben effectivement, ma performance, elle s'amenuise ou elle décroît avec le temps, ce qui fait que quelqu'un qui aurait, par exemple comme Estelle Mosley, faire une grosse performance aux Jeux Olympiques, si elle ne revient pas sur le circuit, finalement, elle va perdre un petit peu au niveau du classement, ce qui est logique, puisqu'elle évolue plus dans le classement amateur. Donc ça, c'était des choses à considérer. Et au final, bah, on s'est plutôt dit qu'il fallait avoir ces trois idées-là, parce qu'elles nous permettaient d'avoir une perception plus fine de ce classement, plutôt que d'avoir un seul classement qui ne nous donnait pas trop de choses sur l'historique ou sur le suivi de l'athlète. De la même manière, on a rajouté des poids, c'est-à-dire que si on perd lors d'un championnat du monde, c'est pas la même chose que si on perd sur un tournoi national ou sur un petit tournoi, donc ça c'était important. Et on a aussi mis des poids sur les résultats, c'est pas la même chose de perdre à la décision que de perdre par mise hors de combat. Donc en fait, avec ça, ça nous a permis de moduler les choses. Après, c'est des choses qu'on a un peu mis au pif, hein. On les a mis à l'étude. On a fait les catégories de compétition de 1 jusqu'à 5, où 5 c'était Jeux Olympiques. Et avant, on a mis les championnats du monde, championnats d'Europe, championnats continentaux, championnats nationaux. Et ça, c'est un indice qui est arbitraire. Et là, le travail
sur lequel on est en ce moment, c'est de travailler avec l'IRMES pour dire finalement quel indice on pourrait mettre, comment on pourrait faire pour calculer les indices pour qu'il n'y ait pas trop d'incidence. C'est-à-dire que finalement, si je perds sur les championnats du monde, mais c'est une finale de championnat du monde, comment on peut déterminer que le poids qu'on va mettre à cette compétition ou à ce passage-là de la compétition, il ne va pas faire chuter mon boxeur dans les classements. En ce qui concerne le stockage, donc on est parti après sur cet ensemble-là où tout était bien trié par catégorie avec toutes les informations athlètes. Et l'idée, c'était aussi de pouvoir l'exploiter par la suite. Donc tout a été basculé sur un serveur avec une base de données MySQL et par-dessus une petite interface en Shiny de sorte à pouvoir modéliser et présenter tous ces résultats aux entraîneurs. L'idée aussi, c'était aussi de poster les données et de les déposer dans un environnement de données et un environnement matériel qui soit proche de l'INSEP, de sorte à ce que notamment l'IRMES puisse travailler dessus, qu'on puisse s'intégrer aussi dans la logique du Sport Data Hub, et c'était de se dire qu'on n'allait pas garder cet outil au sein de la fédération ou le garder au pôle, mais plus le mettre comme ça à disposition et au plus proche des dispositions de données qui sont en cours d'acquisition ou de création. On est allé un tout petit peu plus loin encore, donc il a fallu automatiser le système. Donc là, en fait, on a un répertoire de dépôt, un répertoire d'archives, et je crois que ça, c'est un répertoire pour la journalisation des éléments. Ça veut dire que finalement, cette feuille AIBA, ce PDF, il est déposé soit avec un FTP, donc un protocole de transfert de fichiers, donc il est déposé dans un répertoire. Il y a un petit programme qui tourne, un cron, un petit programme qui tourne comme ça à intervalles réguliers et qui observe si quelque chose de nouveau est arrivé. Si quelque chose de nouveau est arrivé, à ce moment-là, il déclenche toute cette séquence. Et c'est cette séquence qui va permettre comme ça de récupérer les données, de les nettoyer, de les classer, de procéder au classement et de réorganiser le tout. Une fois que ça s'est terminé, c'est injecté. Et en même temps, il va créer un petit fichier journal en me disant j'ai récupéré ton PDF, finalement voilà ce que j'ai fait, voilà le nombre de lignes que j'ai insérées, c'était tel jour, telle heure. Il nous met aussi un format CSV, donc ça nous donne comme ça une possibilité de stockage ou de déploiement ultérieur puisque c'est un format qui est assez universel. Et il dépose le tout dans un répertoire de sauvegarde. Donc ça, c'est l'éclatement présenté par Arthur, où on voit les incidences avec tous les petits segments comme ça, codés au Python, qui travaillent les uns avec les autres. Et ça, c'est Arthur. Ensuite, par rapport à l'extraction, donc on est à ce jour à 15 275 combats. Donc on va des juniors, ou même des youths, vraiment les jeunes, et on va des youths jusqu'aux athlètes olympiques. La volonté aussi, c'était de se dire que finalement, on aurait pu observer les youths et les jeunes, et puis voir ce qu'ils faisaient. Et dans une idée de perception de la détection, c'était de se dire, finalement, nous, on l'a en base de données depuis très longtemps, on sait contre qui il a combattu, on sait sur quelles échéances il était, et comme ça, on pourrait aussi retracer le fil de l'athlète et déterminer un petit peu peut-être les chemins de formation. Et ça, c'est une présentation. Donc ça, c'est la partie de Shiny qui nous permet de notamment récupérer pour un athlète une ligne athlète où on sait d'où il vient. On peut récupérer aussi les pays. Et on peut voir, par exemple, pour les USA, qu'on a 90 boxeurs, 34 féminines, 56. Ça nous donne aussi la proportion qu'on a. On a aussi le classement, donc le meilleur classé chez eux. Le nombre d'athlètes, et en fait, à partir de ces éléments-là, vous voyez, on retrouve l'identité, le sexe, la catégorie, et la catégorie dans laquelle l'athlète combat. Les perspectives pour nous, c'était à partir de cette feuille de score. On sait que la feuille de score, c'est une interprétation du réel. Donc on sait qu'elle permet de retranscrire finalement ce que le juge va mettre, puisque en fait, c'est cet ensemble de juges qui va déterminer si c'est une victoire ou une défaite pour mon athlète. C'est aussi un indicateur de charge. Je sais combien de fois ils sont sortis dans l'année, je sais combien de rounds ils ont fait sur une compétition, je sais combien de compétitions ils ont fait dans l'année. Donc ça, c'est des choses que je peux consigner. Ça permet de faire aussi une comparaison avec l'analyse vidéo, c'est-à-dire qu'un combat perdu, parfois on revient, on dit on a été volé, mais peut-être qu'avec l'analyse vidéo, qui elle est pas une interprétation, mais qui est quelque chose de plus objectif, on pourrait dire, non, effectivement, soit c'est infirmé, soit c'est confirmé, mais on pourrait dire qu'il y a eu, tu as été moins actif, et c'est pour ça que tu as perdu, ou au contraire, tu as été très actif et tu as touché, par contre, tu as perdu. Donc ça pose aussi des réflexions sur la manière dont les combats sont jugés et arbitrés. Ça nous permet de récupérer des métriques suivant le lieu, les adversaires et les officiels. Donc effectivement, un athlète qui aurait perdu, on sait aussi que suivant la nation, suivant l'athlète qu'on a en face, suivant l'endroit d'où l'on vient, parfois ça peut influencer le travail des juges. C'est quand même un sport jugé, donc c'est quelque chose sur lequel on aimerait aussi avoir une visibilité.
Et après, comme je l'ai dit, c'était aussi de pouvoir avoir des clés par rapport au parcours de détection et proposer un suivi longitudinal des athlètes. Voilà. Je vous remercie. Merci Lionel. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Sinon, on en a déjà eu quelques-unes sur le chat. Donc, je vais laisser Adrien poser les questions, si vous n'en avez pas. Oui, maintenant, nous sommes plus de 2 500 000 en live sur le chat et beaucoup de questions pour Lionel. Un sujet passionnant. Beaucoup de gens te remercient pour le travail et te félicitent. On a une première question de Ring Jones qui parle des décisions litigieuses. Est-ce qu'elles sont prises en compte dans la problématique de boxe anglaise par rapport aux données ou non? Justement, la décision, elle devient litigieuse, mais c'est une interprétation, le fait de déterminer qu'il y a litige. Donc pour nous, quoi qu'il en soit, la décision, elle est notée. Et après, ce qui pourrait la rendre litigieuse, ce qui permettrait de la caractériser, c'est le travail que nous, on fera avec la vidéo, en fait, en comparant la feuille jugée et interprétée par rapport à une analyse du réel avec la vidéo. Excellent. Plein d'autres questions encore pour toi aujourd'hui, Lionel. Ils ont vraiment bien apprécié la vulgarisation aussi, avec tout le cycle du lavage. C'est vrai que vous êtes tous les deux très forts aujourd'hui pour cette vulgarisation, et on vous en remercie. On a une question par exemple de Lucas Minet, je crois que c'est un élève de Centrale Nantes, beaucoup de centraliens de Nantes qui nous suivent aujourd'hui, peut-être qu'il voudra un stage prochainement. Et Lucas nous demande si ce classement sera utilisé uniquement pour la préparation des sportifs français, ou bien l'objectif serait d'utiliser un classement universel. L'objectif pour l'instant, c'est pas du tout de créer un classement universel, c'est vraiment pour le pôle France. C'est vraiment un outil pour nous, comme on le disait, un outil d'aide à la décision. C'est aussi pour accompagner les entraîneurs sur les compétitions et nous permettre de les aborder le mieux possible en fait. Excellent, Lucas, qui nous entend, n'hésite pas, si tu veux faire un stage avec Lionel. Il y a Ali aussi qui a une question. Avec le nombre de données que vous avez, est-ce que vous pouvez prévoir déjà un peu en avance la carrière d'un athlète? C'est ce qu'on aimerait faire. Pour l'instant, là, comme on l'a dit, on a collecté les données. Maintenant, le dernier lot qui nous reste, c'est un lot d'analyse et de prédiction. Donc, il va falloir qu'on donne de l'avis à ces données. C'est pour ça qu'on est aussi en interface avec l'IRMES pour voir justement sur le plan statistique ce qu'il est possible de faire et comment on peut les exploiter au mieux. Pour l'instant, le plus compliqué pour nous, ça a été déjà d'uniformiser le tout, de les extraire et de mettre tout dans un ensemble cohérent. Bonjour tout le monde, merci Lionel pour ta présentation. Qui a initié ce projet en fait? D'où est venu le besoin d'avoir un tel recueil de données et après le traitement que tu es en train d'avoir? Quand je suis arrivé au pôle box moi l'année dernière, initialement j'étais dans le privé, j'étais concepteur, développeur et administrateur de bases de données. Donc quand j'ai rejoint le pôle box l'année dernière, en fait, je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée. C'est toi qui as proposé en fait. Oui. Et la finalité aujourd'hui, c'est, tu dis, c'est sur avoir une meilleure vision de l'analyse, etc. Est-ce que tu arrives à voir un peu les étapes suivantes et quelles sont-elles si tu les vois? Les étapes suivantes, c'est que là, moi, je suis vraiment attaché à l'outil de prédiction. C'est-à-dire que, d'une part, déterminer aussi la nature de l'athlète qu'on va rencontrer en compétition. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est passé entre les cordes, finalement, le fait de savoir que cet athlète-là, il a combattu, faut déjà savoir quand il a combattu, depuis quand, qu'est-ce qui s'est passé. Donc ça, moi, ça m'intéresse. Enfin, nous, ça nous intéresse. Et après, aussi avoir des possibilités de prédiction pour se dire que dans 2 ou 3 tours, on va peut-être rencontrer quelqu'un. Donc, pour l'instant, l'idée, c'est aussi de travailler sur ce plan statistique et cette exploitation de données et de faire quelque chose un petit peu en mirroring où nous, on va travailler en parallèle et on va observer le réel. Et une fois qu'on aura quelque chose qui soit assez proche, pouvoir ensuite le soumettre aux entraîneurs. Il est sûr que là, on n'est pas encore sur une maturité d'exploitation pour les données collectées. Et si on présente quelque chose de défaillant aux entraîneurs, ils perdront confiance en l'outil. Donc là, on fait plus une caractérisation de l'outil, donc un petit peu comme ça en parallèle, en sous-marin, pour que dès qu'on arrive à retomber un peu sur nos pattes, on puisse faire une présentation et qu'on le présente vraiment comme un outil d'aide à la décision. C'est la question que j'allais te poser, c'est comment est-ce que ce travail-là est reçu par les experts qui sont sur le terrain? J'ai un bon accompagnement de la direction technique nationale puisqu'il y a une vraie volonté justement de digitalisation et puis d'objectivation de la performance. Comme je l'ai dit, on a encore en box des systèmes qui sont assez empiriques. Donc le but du jeu, c'est pas de contredire les systèmes empiriques. On a des choses qui fonctionnent très très bien. Maintenant, le but, c'est aussi de savoir pourquoi ça fonctionne si bien.
et de pouvoir l'expliquer. Et John Dovey est lui très sensible à cette démarche, et il y a un vrai suivi par rapport au pôle haut niveau, par rapport à ça. Il y a une vraie curiosité, et on n'est pas du tout dans le rejet ni dans la méfiance en fait. Il y a une vraie volonté du pôle d'intégrer ce type d'outils. Merci. Adrien, si tu veux poser peut-être une dernière question. On a beaucoup de questions en fait sur le chat. Peut-être on essaiera de répondre plus tard au niveau du chat. Il y a aussi Eric Lechanoni qui nous écrivait un petit message par rapport aux décisions. Est-ce que vraiment ces données actuellement sont utilisées pour prendre des décisions auprès de la fédération, et lesquelles et par qui? Tu as partiellement répondu, mais peut-être... Voilà, actuellement, non, c'est pas utilisé. Il faut vraiment qu'on soit sûr de nous. On a utilisé une petite version de cela pour le comité de sélection olympique. Donc ça a été proposé, mais juste à titre d'information, avec justement toutes ces informations sur les athlètes et leur parcours avant d'avoir la sélection olympique pour les Jeux de Tokyo, en fait. Merci beaucoup. Désolé pour les gens Merci du chat, on doit continuer. Mais bravo à Lionel. Merci Lionel. C'est au tour de Quentin de venir. Donc Quentin qui est doctorant à l'IRMES et qui va nous présenter un outil d'aide à la détection et à l'estimation de potentiel en natation. Bonjour à tous. Donc, comme l'a dit Adèle, je suis doctorant à l'IRMES pour la Fédération de ski alpin sur toute la thématique de la détection des jeunes talents. Donc là, ça va faire un bon lien avec ce qu'a présenté Lionel avant. Donc lui vous a présenté toute la récolte des données, comment on récolte les données. C'est un travail monstre, mais maintenant, moi, je vais vous montrer un peu la partie d'après, comment utiliser ces données, et justement via un outil d'aide à la décision que nous avons développé à l'IRMES pour les acteurs de la fédération de natation. Donc, étant donné le temps qui m'est imparti, je vais présenter très rapidement le projet d'où est émanée cette application pour passer plus de temps sur la présentation de toutes les fonctionnalités de l'outil. Donc ce projet, il a été lancé il y a 3 ans, donc en collaboration entre la Fédération de natation et l'IRMES, dans le but d'améliorer tout le système de détection et de sélection des jeunes nageurs. Voilà, donc l'application, l'outil, c'est un outil qui est principalement de la visualisation. Il n'y aura pas de prédiction, il y a très peu d'inférences. C'est principalement une application de visualisation avec des données réelles. Mais vous allez voir que rien qu'avec ça, ça peut déjà donner énormément d'informations pour les entraîneurs, pour les cadres fédéraux, dans toute cette thématique de détection. Donc un petit point sur cette application, elle se nourrit directement de la base de données de la Fédération de natation qui contient elle-même en fait toutes les performances de tous les nageurs de manière exhaustive depuis 2000. Elle est actuellement en cours de développement, donc elle est actuellement utilisée depuis peu par les acteurs de la Fédération de natation, mais elle est en constante en fait évolution avec les excellents rapports qu'on a avec eux, et je les remercie. En fait, on a sans cesse des retours très fréquents, et ce qui nous permet en fait quasiment en temps réel de modifier l'application suite à leurs remarques et à leurs questions. N'hésitez pas, là je vais présenter un peu, donc ça va être une présentation un peu pratique, mais n'hésitez pas à m'interrompre, voilà, ça peut être très interactif. Donc, comme vous voyez ici en haut, il y a 6 onglets sur cette application. Donc, je vais présenter chacun d'eux. Donc, les 2 premiers onglets, on va avoir un aspect très individuel. On va pouvoir aller requêter sur chaque nageur si on les connaît. Donc, et le premier onglet, il va permettre de visualiser et comparer la progression d'un ou de plusieurs nageurs. Donc, je vais prendre un exemple ici pour que tout le monde connaisse. Donc, je vais prendre sur 100 mètres nage libre et je vais essayer de visualiser la progression et de comparer la progression du premier nageur et du deuxième nageur. Donc là,
Comme vous pouvez le voir ici, on a en visuel ici la progression du premier nageur en rouge et du deuxième nageur en bleu. Cette progression, cette visualisation, elle est faite sur un calque que vous avez juste derrière, et Lionel il en a parlé juste avant, ce sont les couloirs de performance. Les couloirs de performance, c'est un outil qui a été développé à l'IRMES pour pouvoir en fait catégoriser à chaque âge la performance et donc classifier la progression des skieurs. Donc on voit ici que sur cette visualisation qu'on a affaire à 2 athlètes d'exception puisqu'ils sont depuis le plus jeune âge en fait dans le premier couloir. Ensuite, on va passer au deuxième onglet dans lequel on reste sur un aspect individuel, mais là on va pouvoir visualiser la polyvalence en fait d'un ou de plusieurs nageurs. Donc maintenant, on va accueillir Natalia. Donc I'm going to switch in English. Natalia is a professor from Barcelona, and she's going to speak about exercise, fatigue, and injuries. So Natalia, you can present you and share your PowerPoint. Thank you very much for your invitation. I hope you are hearing me. I am going to share my screen to present this work. Okay, so probably the first question for you is this: if it is possible to say something meaningful under this so generic title. So I think that we were talking about multidisciplinarity and transdisciplinarity. And we are saying that we will focus on transdisciplinarity. In this sense, we consider transdisciplinarity as integrative, really integrative, because with the same general concepts, and these are general concepts coming from dynamic systems theory, we can study different types of phenomena, different types of processes that belong to different disciplines. So somehow we have a common vocabulary to understand each other, so to understand among disciplines. And here, dynamic systems theory, all these concepts are fluctuations, attractors, self-organization, that are used among all these different disciplines that study different phenomena of different organization levels. Fatigue and injuries have nonlinear effects, and these nonlinear effects are represented by this transition from task engagement to task disengagement. So these both nonlinear effects are badly explained through the common linear cause-effect assumptions that we share in exercise physiology usually. So the objective of this talk is to explain not just linear, but mainly nonlinear phenomenon, as for instance fatigue-induced failure and macro injuries, through the same dynamic mechanism, which will be percolation, a type of phase transition in this case. So the point is that most of the non-contact injuries, but in general of the injuries, occur through common actions. So the same action that has not produced an injury when repeated thousands of times, in one moment produce an injury. So this is what we call non-proportional cause-effect event or non-linear cause-effect event, to distinguish from this type of injuries that occur and are proportional to the impact, for instance. So speaking about fatigue, we have that spontaneous task failure during a quasi-isometric dynamic exercise. Doesn't matter. We speak about very general principles that for a small increment of time on task, a failure occurs. So the same increment of time on task do not produce same effects all the time. So in here we have it represented. So in the beginning of the exercise, this is performance, that it is registered at the level of
through an electrogoniometer at the level of this elbow angle. And we see that this elbow angle is maintained in the beginning. And at the end, you see that there are increasing fluctuations until this fatigue-induced spontaneous termination point or failure, that's failure, occurs suddenly. So for a small amount of time on task, a qualitative change emerge in this case. This is in contrast with what is usually studied in exercise physiology through the evolution of metabolic variables that continuously evolve with time without this discontinuity that it is this task disengagement. So how are these nonlinear effects of microinjuries occur? If you represent the musculoskeletal system as a network of interlinked components, as you have here, when we do an exercise of certain intensity, microinjuries occur. Such microinjuries, if the tissue, let's say, is healthy, is in a stable state, are compensated through a rich and flexible cooperation among components that make synergies to compensate for these small microinjuries. However, if these microinjuries accumulate without, usually because we don't leave enough repairing time, they accumulate, they form mesoinjuries, and these mesoinjuries in one moment with the addition of one single microinjury can produce a macroscopic effect and then a lack of function and what we call this macro injury. In fact, this is known as a percolation effect because the damaged tissue becomes connected, and this means that a microinjury might not produce any type of performance effect, but a microinjury in this stage, in this context, may produce a microinjury. So here you have represented how this network of components that interact with each other to compensate each other is produced. Here we have a first microinjury and these effects on the rest of components that become overloaded. So this means that with time, a small stimulus on this network that it is already overloaded may produce its total collapse. And this is a bit what is produced with this percolation mechanism. So we see here how we transit from micro to micro injuries, and it is through obviously changing personal constraints that are changing here all the time. When training or competition continuously without enough repairing times is repeated, and then one more event produces this, what it is sometimes called inciting event or microinjury. Obviously, during this time, coordination is impaired, so this can be macroscopically observed also. This injury connectivity is increased, going from micro to macro injuries, and the susceptibility is increasing. So here, the tissue, the network, has a low susceptibility, so microinjuries can be easily compensated, but at this stage, a single microinjury, the same action, can produce a macroscopic effect. Similar thing we have with exercise-induced fatigue, and in this case with task failure or task disengagement. So the transition from task engagement to task disengagement is saying a bit the same. So when events are repeated, trainings are repeated, exercises are repeated without enough time of recovery, a point is reached when
a little bit more time on task, one more series, one more repetition may bring to the task disengagement. I refer to spontaneous task disengagement in this case. So the connectivity among the network is being affected, and this we can record it through the variability of coordinative variables. We have seen before in the elbow angle, we can use any other variable, coordinative variable for that, and we can follow that this variability transits from anti-persistent state Brownian motion to persistent Brownian motion. So we see again how the control grows from flexibility, a flexible control, to a more rigid control. And finally, we see that both phenomena share common dynamics, and we call the path to injuries, the path to exhaustion, share common dynamics and share some common characteristics as these synergetic reconfigurations that are produced all the time, these coordinative changes that keep performance, although there are these changes in the personal constraints, reduction of degrees of freedom, going to more flexible to more rigid control, losing efficiency of the movement. This might be accompanied by pain, by macroinjuries. So both processes share these dynamics that can be ascribed to adaptive protective mechanisms that enforce the time for recovery. And in conclusion, we can provide a better understanding of sport-related phenomena through the search of complex dynamic principles and mechanisms for the phenomenon under study. And thank you very much. You can follow us in our group in complexsystems-in-sport.com. And sorry for this hard initial part. You're welcome for any type of question or comment. And I hope I will be able to respond. Okay. Thank you, Natalia. We have the time for one question. If somebody have one question for Natalia, or maybe on the chat, but not. So nobody have a question? Okay, so thank you very much, Natalia. If you want to follow the next presentation, you can go on YouTube. And thank you very much for your presentation, and sorry for the... So sorry, I was a bit nervous. My grandson is close to be born, and I am a bit today not very focused. Okay. Sorry for that. No problem. Bye. Thank you, Natalia. Au dernier intervenant de la journée, donc Yann Lemeur qui sera également en visio. Donc Yann Lemeur, il est sport scientist et il va nous parler d'outils pour aider les entraîneurs dans l'optimisation du suivi des sportifs de haut niveau. C'est parfait. C'est bon ? Oui, c'est tout bon. Ok. Alors, déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très heureux de pouvoir prendre cette vingtaine de minutes pour échanger avec vous aujourd'hui. Donc, je vais vous parler en fait de l'importance des soft skills pour générer de l'impact. Alors, tout ce que je vais vous dire ici, en fait, c'est surtout le reflet de ma vision personnelle et de mon expérience dans le domaine de l'exploitation des data dans le sport de haut niveau. Cette expérience, en fait, je l'ai construite principalement en étant impliqué dans 3 sports, dans le football, dans le tennis et en étant en contact du monde du rugby, principalement de 2 manières, au niveau de l'usage des données pour analyser la performance, que ce soit avec des outils de tracking ou des outils d'analyse vidéo, et puis dans le cadre du suivi quotidien des sportifs à travers le monitoring de la charge d'entraînement, des états de fatigue
des tests qui peuvent être amenés à passer pour qu'on évalue leur qualité physique. J'ai constaté au cours de ces différentes années en fait qu'on avait une quantité de données disponibles de plus en plus grande et il est ressorti que, enfin, à mes yeux, ça devient aujourd'hui un challenge qui est un vrai challenge à relever. Alors, en étant parfaitement transparent, je me suis rendu compte que c'était une route qui était plutôt sinueuse, semée d'embûches. Mais finalement, après plusieurs années en fait à travailler autour de cette problématique, je pense aujourd'hui que c'est clairement un vrai outil pour être plus pertinent au quotidien auprès des staffs, à condition de savoir vraiment mettre à profit ces outils de la bonne manière. Alors, souvent, quand on parle de data, on est plutôt sur des considérations techniques. Du choix des bons indicateurs, des bons outils, des bonnes méthodes d'analyse, des bonnes techniques de visualisation. Mais aujourd'hui, en fait, j'ai fait le choix de vous parler plutôt de ce qu'on appelle les soft skills, c'est-à-dire ces compétences comportementales qui, au fil des années, me semblent être vraiment des aspects clés à prendre en compte pour faire en sorte que les gens des staffs parviennent à tirer un maximum de profit des informations qui peuvent leur être remontées grâce à une approche numérique fondée sur les datas, et que si finalement on ne met pas assez le focus sur la prise en compte sur ces compétences-là, bien souvent on peut avoir de super outils, de super données, mais on ne parvient pas à avoir un impact sur les décisions que prend le staff. Alors, par rapport à ça, je vais vous présenter 4 soft skills qui me paraissent vraiment importantes. Il y en aurait bien sûr d'autres à évoquer. La première d'entre elles qui me paraît vraiment essentielle, c'est d'être à l'écoute et de faire preuve d'empathie vis-à-vis des acteurs qui sont supposés tirer profit des données qui sont collectées au quotidien et qui doivent viser à les aider à prendre de meilleures décisions. Alors souvent, on peut prendre les choses un petit peu à l'envers et finalement tendre à un usage des données principalement parce qu'on a une crainte de se sentir dépassé, parce qu'on voit les autres à l'usage, ou encore parce que ça peut donner un caractère sexy au job qu'on fait, parce que voilà, c'est le 2.0, ce sont les nouvelles tendances. Et vraiment, je pense que il faut lutter contre ces biais et toujours, même si ça paraît assez simple de dire ça, de placer l'utilisateur au cœur de la réflexion, c'est-à-dire de prendre en compte les besoins du coach, du staff ou de l'athlète pour identifier de quelle manière est-ce que vis-à-vis des problèmes auxquels il est confronté quotidiennement, des problèmes prioritaires qu'il doit résoudre, eh bien, est-ce que l'usage des données peut lui être bénéfique pour mieux faire son job. Et de ce point de vue-là, finalement, je pense que l'enjeu, en fait, est assez simple, c'est d'apporter de la matière pour les acteurs pour optimiser les décisions au quotidien et faire en sorte que ces données deviennent un point d'appui supplémentaire pour optimiser leur choix. Alors, comme je le disais, bien souvent, on parle beaucoup d'aspects techniques dès lorsqu'il s'agit d'appréhender les problématiques autour des data. Et je pense que la clé, c'est d'avoir en tête que l'objectif à la fin, en fait, c'est d'aboutir à des messages très simples qui peuvent prendre différentes formes, que ce soit sous la forme d'outils graphiques, que ce soit sous la forme de 1 ou 2 messages clés passés à l'oral à l'entraîneur pour stimuler leur réflexion et les aider à affiner leur choix. Dans ce cadre-là, la capacité à faire preuve d'empathie me semble vraiment essentielle, dans la mesure où il faut absolument lutter contre la tendance qu'on peut avoir à porter la réflexion sur l'outil et à chercher finalement à faire émerger des questions ou des raisons valables de mettre cet outil entre les mains des utilisateurs plutôt que de faire l'inverse. Et de par mon expérience et des erreurs que j'ai pu être amené à faire, je me rends compte que souvent, quand on fait ça, ça n'amène pas à grand-chose. On ne parvient pas à avoir d'impact sur les utilisateurs finaux, parce que finalement, en fait, on développe un outil qui répond aux questions que nous avons, mais qui ne répond pas aux questions que eux se posent. Donc, je pense que de ce point de vue-là, une des soft skills clés
maîtriser, c'est la capacité à se challenger personnellement, à être sceptique par rapport à soi-même et à interroger les raisons qui nous poussent à vouloir inciter les gens des staffs à tendre vers une approche numérique de la. Alors, ça, c'est des exemples assez simples de questions auxquelles j'ai pu être amené à aider les staffs à répondre en mettant à profit des données. Donc, ça peut, à mon avis, de mon point de vue, les bonnes pratiques se traduisent dans leur capacité à répondre à des questions qu'ont les acteurs de terrain, que ce soit en matière d'analyse de la performance, d'entraînement ou de gestion des sportifs blessés. Par exemple, en quoi est-ce que à quoi est-ce que ressemblent les scénarios de compétition les plus exigeants? Qu'est-ce qui différencie mes athlètes de leurs adversaires? Quelles sont les tendances qui caractérisent le style de jeu de mes opposants? Dans le domaine de l'entraînement, est-ce que ma dynamique de charge est cohérente au fil des jours, au fil des semaines, au fil des années? Est-ce que je suis sûr de bien saisir toutes les opportunités de m'entraîner? Pour les sportifs blessés, est-ce qu'on est sûr que le travail de réhabilitation qui est mis en place matche bien avec les exigences de la compétition? Donc là, comme vous pouvez le voir, encore une fois, c'est mon expérience personnelle, mais l'intérêt de recourir à l'usage des données, en fait, n'est là que pour répondre à des questions qu'ont les gens de terrain au quotidien et n'est pas là pour générer de nouvelles questions. On part généralement de questions très communes pour les staffs, soit entraîneurs, médecins, kinés, et on essaye de voir en quoi est-ce que le fait de collecter des données et de les analyser de la bonne manière est susceptible d'enrichir leur prise de décision au quotidien. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me paraît essentiel à prendre en compte, c'est de partir des besoins de l'utilisateur, non pas de ce que l'outil peut permettre de faire. L'outil n'est qu'une réponse, n'est qu'un moyen de répondre aux questions que se posent. Aussi, par expérience, je me rends compte souvent que la qualité d'écoute et d'empathie dont il faut faire preuve pour générer de l'impact autour des données, bien souvent, on les centre très fortement sur les staffs, sur les entraîneurs notamment, et on oublie très souvent les athlètes. Et c'est assez dommage pour deux raisons. La première, c'est que bien souvent, le type de données qu'on collecte auprès des athlètes, ce sont des données subjectives. Et si l'athlète ne comprend pas ce qu'on attend de lui, pourquoi on collecte les données et qu'on ne lui donne jamais de feedback, eh bien, finalement, c'est le meilleur moyen de dégrader la qualité des données qu'on collecte au quotidien. La deuxième des choses, c'est qu'en ce qui concerne les données plutôt objectives, qui peuvent être par exemple des données GPS ou des indicateurs de performance qu'on peut prélever en compétition, on se rend compte que lorsque l'on met les athlètes autour de la table pour discuter de leur performance, on se rend compte qu'on a souvent un enrichissement considérable des listes qui peuvent être faites par rapport à si on a une méthode qui ne consiste à regarder les données et de manière assez plate sans croiser celle-ci avec le ressenti. Ça, c'est vraiment un aspect qui me paraît essentiel et qu'on a souvent tendance à oublier, c'est-à-dire qu'on est très centré sur les staffs et assez peu sur les athlètes. La deuxième soft skill qui est vraiment importante, c'est de s'obliger à vraiment prendre le temps d'évaluer le rapport coût-bénéfice, d'utiliser une nouvelle donnée ou d'exploiter un nouvel outil. Et souvent, quand on parle d'évaluation des coûts, on a une réflexion qui est très centrée sur les points, mais assez peu centrée sur les coûts. Pour autant, ce qui fait que génère de l'impact et de l'adhésion autour des outils numériques et de l'usage des données, c'est que on parvient en fait à adopter des process qui sont capables de tenir sur la durée et qui vont vraiment être routinisés dans les usages quotidiens qui en sont faits par le staff. Et là, le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est vraiment quand on se pose la question de commencer à recourir à l'usage de nouvelles données ou d'un nouvel outil, c'est de s'obliger à essayer d'anticiper au maximum l'incidence que va avoir cet usage des données, en anticipant toutes les étapes du process et en essayant de clarifier au maximum quelles sont les responsabilités de chacun à l'intérieur du staff,
qui va collecter les données, qui va les stocker, qui va les analyser, qui va éditer les rapports, qui va prendre la charge de passer un premier filtre pour identifier les messages clés qui en ressortent. Et la troisième étape de ma slide, il faut vraiment s'efforcer d'essayer d'identifier tout ce qui pourrait faire que ça plante à court ou moyen terme, et notamment se poser la question de savoir si on est capable de soutenir dans la durée les process qu'on envisage de mettre en place autour de l'exploitation des données. Bien souvent, on part des problématiques du staff, on identifie un outil et une source de données qui pourrait nous apporter pour avoir un éclairage supplémentaire pour prendre de meilleures décisions. Mais souvent, on ne se pose pas assez la question de toutes les conséquences que ça va avoir au quotidien sur l'emploi du temps de chacun et les responsabilités de chacun. Et vraiment, mon conseil, c'est de ne pas laisser trop de zones d'ombre sans solution, parce que sur la durée, généralement, les problèmes ne font que se révéler et s'amplifier. Et donc, une fois qu'on a fait ça, s'obliger à rester très critique envers nous-mêmes et envers le process, tester la solution, la répéter et essayer d'évaluer l'impact que ça a. Est-ce qu'on a vraiment une incidence sur la précision, la prise de décision des acteurs qui en sont destinataires? Si ce n'est pas le cas ou qu'il y a peu d'impact, essayez de comprendre pourquoi. Et souvent, en fait, la grosse difficulté, c'est de garder cette cohérence sur la durée et de parvenir à faire en sorte que vraiment, on stabilise dans les routines du staff l'exploitation de ces données. C'est-à-dire que si, par exemple, vous collectez des données de charge d'entraînement et que vous ne prévoyez pas des routines, des moments clés et clairs au sein de la semaine durant lesquels le staff va se réunir pour anticiper, bah, autant ne pas le faire, parce que ça ne servira à rien. Ça ne servira pas à rien parce que vous n'aurez pas choisi les bonnes données, ça ne servira pas à rien parce que vous n'aurez pas choisi le bon outil, mais ça risque de servir à rien parce que vous n'aurez pas fait suffisamment l'effort de caler des process et de vous assurer que vous tendez vers des process que le staff est capable de tenir sur la durée, au quotidien, semaine après semaine, et qui feront que ces données que vous collectez auront un réel impact sur les prises de décision. L'autre chose qui me paraît vraiment essentielle, c'est que même si on est drivé par le fait de répondre à des questions du staff, et qu'on a le souci de faire preuve d'empathie en identifiant les meilleures manières de leur présenter les données en termes de visualisation, de faire en sorte qu'elles soient les plus digestes possibles, les plus simples à analyser qui soient, eh bien, en fait, au fil du temps, on est généralement tenté de collecter de nouvelles données et ça peut s'accumuler. Et même si on prend soin de garder des visuels qui soient simples, plus simple, au bout d'un moment, ça peut devenir relativement lourd et complexe. Et de ce point de vue-là, je pense qu'une des clés pour parvenir à stabiliser une approche de la donnée qui soit gérable sur la durée et qui ait un réel impact sur les prises de décision, c'est sans arrêt re-questionner ce qu'on a mis en place, même si ça fait un certain temps que c'est là et que ça donne l'impression de fonctionner relativement bien, pour finalement s'obliger à préserver des process et des visuels qui restent le plus simples, le plus digestes possible. Parce que ce qui a un impact, c'est généralement ce qui est le plus simple. Et du coup, il y a un vrai effort au fil du temps, plus le temps passe, à affiner la copie, à réduire le nombre de marqueurs clés qu'on va suivre pour parvenir à faire en sorte que les choses restent digestes. Et il ne faut pas hésiter à mettre de côté des choses qu'on a utilisées depuis des années, mais qui finalement sont devenues désuètes au fil de l'accumulation des données qu'on peut accumuler au quotidien. Ensuite, la quatrième soft skills qui me paraît vraiment importante, c'est que dès lors qu'on bascule vers l'exploitation des données, même si on essaye de se rappeler quotidiennement les limites que cela peut avoir, ça nous coûte généralement malgré tout à augmenter l'importance à exagérer l'importance que l'on donne à ces données. Et de ce point de vue-là,
garder en tête que généralement, notre tendance qui nous pousse à collecter des données, c'est de mieux comprendre notre quotidien, mieux comprendre le monde qui nous entoure. Mais ces données, en fait, ne restent que des aspects particuliers de cet environnement et ne couvrent pas l'ensemble des choses qu'il faudrait être capable de mesurer et qui sont importantes. Et donc, il faut prendre énormément de recul et s'obliger notamment à éviter systématiquement de se prétendre capable de pouvoir réexpliquer ce qui s'est passé sur la base des données qu'on a collectées. Il y a bien sûr des choses qui sont tout à fait positives à chercher à comprendre ce qui s'est passé pour voir si on n'aurait pas pu anticiper mieux les choses. Mais il faut avoir conscience du fait qu'il y a des pièces de puzzle qui sont importantes et sur lesquelles on ne collecte pas de données qui ont une incidence sur les éléments, les phénomènes qu'on cherche à mieux contrôler, que ce soit la performance, l'apparition des blessures. Mais bien souvent, ce qui génère ces phénomènes, ce sont des choses bien plus complexes que ce qu'on est capable d'utiliser et d'expliquer sur la seule base des simples données qu'on collecte au quotidien. Donc ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est important parce que même si on est animé de bonnes intentions et qu'on essaie de rester humble par rapport à l'usage des données qu'on peut avoir, malgré tout, le fait de travailler quotidiennement sur un certain type de données nous pousse généralement à exacerber l'importance qu'ont ces données par rapport à la réalité des choses. Donc ça, je pense qu'il faut être assez vigilant par rapport à ça. Ma conclusion, c'est qu'au final, l'ensemble de cette stratégie, je pense qu'il faut rester clair sur ce à quoi elle est supposée servir. L'idée, c'est pas que ce soit les données qui drivent les prises de décision des gens, mais que ce soit simplement une pièce du puzzle supplémentaire qui conditionne les prises de décision quotidiennes que font les staff. Donc, ce n'est pas d'avoir des stratégies qui sont data-driven, comme on dit, mais c'est simplement d'agir en meilleure conscience des choses et d'avoir des mesures objectives sur des paramètres qui nous auraient échappé ou des choses qu'on n'aurait pas été capable d'appréhender si on s'était limité seulement à nos deux yeux et à nos deux oreilles. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Yann pour cette présentation. S'il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas à les poser. Personne n'a de questions. Adrien, des questions sur le chat ou on en profite pour clôturer la journée? Oui, il reste deux petites questions encore pour toi, Yann, sur le chat, où vous êtes plus de 3 millions maintenant. Tout le monde est fan des présentations de cet après-midi. Ils demandent vos Instagram d'ailleurs, donc n'hésitez pas à partager leur Instagram. Il y a Ali qui nous demande, est-ce que vous avez pensé que la gestion de l'exploitation des datas semble inhérent en 2020 ou est-il impossible d'être un bon staff sans cette manière d'utiliser les données? Je suis désolé, je vous entends très très mal. Si la personne qui a le micro, Adèle, si tu peux me redire la question, parce que j'entends au loin, mais... Je vais répéter la question en parlant très fort. Ali, sur le chat, nous demande est-ce que vous pensez que la gestion de l'exploitation des datas semble inhérent en 2020 ou est-il impossible d'être un bon staff sans l'utilisation des données? Non, je pense qu'il est possible de très bien faire son staff sans utiliser de données. En fait, ça dépend toujours du contexte dans lequel on est. C'est-à-dire que, en fait... en fonction de la charge de travail et du nombre de choses que vous avez à gérer au quotidien, il n'est pas toujours possible de pouvoir facilement se dégager du temps pour pouvoir choisir les bons outils, identifier les bonnes données. Donc, je pense vraiment que c'est dépendant du contexte dans lequel on est. Dans le cadre de staff étoffé, aujourd'hui, c'est quelque chose qui devient de plus en plus accessible, d'autant qu'on a des outils qui sont de plus en plus facilitants pour le faire. Mais je ne pense pas qu'il y a à complexer de ne pas utiliser des données. C'est simplement qu'il faut avoir conscience du fait que, a priori, il sera difficile d'optimiser les choses sans accéder à ce type d'informations. Mais il faut toujours savoir faire des choix et dans certains contextes, il n'y a pas d'autre choix que de ne pas pouvoir investir là-dedans parce que manque de moyens ou de temps pour le faire. Mais sinon, dans l'absolu, je pense que à condition que ce soit bien fait et fait avec intelligence, c'est un éclairage supplémentaire qui est toujours bon à prendre, à condition de ne pas se planter dans les indicateurs qu'on va chercher.
Et nous avons une dernière question depuis l'INS Québec. Peut-être de tout doute de l'identité de la personne. C'est François Biozen qui nous suit depuis le live et qui nous demande où places-tu la recherche dans ce processus? Je pense qu'il y a différents niveaux. En fait, la recherche peut être placée à quasiment tous les niveaux. C'est-à-dire que le premier usage que je vois des données, c'est déjà de créer des systèmes de reporting au quotidien qui vont en fait permettre de mieux comprendre les contextes dans lesquels on intervient. Par exemple, ça va être de suivre l'état de fatigue des sportifs, la charge d'entraînement. Et ça, c'est des choses qui sont adossées à la fois à l'expérience des gens de terrain, mais aussi des recherches scientifiques qui aident à identifier les bons indicateurs à suivre. Maintenant, en ce qui concerne le positionnement de la recherche pour aller au-delà qu'un simple outil de reporting, je pense que là, ça devient intéressant quand on a fait l'effort de miser pendant suffisamment de temps et avec suffisamment de consistance sur le fait de collecter des données de manière propre sur une durée suffisante pour pouvoir en apprendre. Donc là, finalement, pour moi, en fait, l'usage des données dans des structures sportives, c'est ni plus ni moins que comme si on faisait de la recherche dans le milieu académique. On a des questions qu'on se pose et puis on collecte des données et puis quand on a collecté suffisamment de données, on essaye de voir si on peut en apprendre. Donc, du coup, voilà, pour moi, c'est des choses qui sont assez intrinsèquement liées. Simplement, en termes je vois plus la recherche comme quelque chose qui aide à faire les choix de variables au début quand on est sur des problématiques simplement de faire du reporting. Et puis après, les techniques de recherche pour apprendre des données qu'on a collectées dans le contexte dans lequel on évolue. Merci beaucoup Yann pour cette présentation et pour ces réponses. Merci à vous. Je suis désolé, c'est juste un petit peu étrange de parler seul dans un bureau. Donc j'espère que c'était pas trop flottant. Merci Yann, c'était très bien. Donc voilà, c'est terminé. Merci à tous d'être venus aussi nombreux pour suivre cette première conférence de l'année 2020-2021. Merci aussi à toutes les personnes qui nous ont suivis sur YouTube. Donc en moyenne, je pense qu'on était à bien 250 en direct sur le live, donc ce qui est pas mal. Je tenais aussi à remercier donc tous les différents intervenants qui nous ont partagé aujourd'hui leurs connaissances sur cette approche numérique de la performance, ainsi que les personnes qui nous ont aidés à organiser cette journée, notamment la régie et Antonio pour la traduction en espagnol. Je vous invite donc à noter dans vos agendas les prochaines dates des conférences. Donc le 19 novembre, où on parlera où on présentera en fait les différents projets financés dans le cadre de l'appel à projets recherche et développement du ministère des Sports. Et la prochaine conférence à la recherche de la performance qui aura lieu le 28 janvier, où on parlera de l'accompagnement scientifique. Merci à tous.